Bonjour à tous, bienvenue. Étonnamment, on ne l'a plus entendu depuis la fin de ces législatives à polémique. Pourtant, la manière inattendue dont il avait pris position dans l'organisation de ces élections laissait à penser qu'il devrait également faire un service après-vente. C'est donc ce que nous allons faire avec Jean-Baptiste Elias. Nous analyserons le contexte politique actuel. Et puisque nous recevons le président de l'ANLC, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, nous parlerons également donc de la corruption et de d'autres affaires comme il en a l'habitude, d'en parler au public. Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour. Comment ça s'est fait que après donc cette invite à des élections inclusives, après ce engagement, on va dire, qui n'est pas de votre habitude dans les élections législatives dernières, vous n'ayez plus sifflé mot depuis la fin du scrutin et les conséquences? Je voudrais d'abord, avant de vous répondre, saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qu'ils soient au niveau de la radio ou au niveau de la télévision, et leur dire un salut fraternel. Oui, c'est vrai, le 30 mars 2019, je suis passé sur une chaîne de radiodiffusion. J'ai été invité, bien entendu, pour donner mon point de vue sur ce qui se passait et ce qui se préparait pour les élections législatives au Bénin. Puis, le 7 avril 2019, sur une chaîne de télévision, j'ai été encore plus loin en expliquant les tenants et aboutissants de ce qui se préparait et qu'est-ce qui aurait pu arriver si jamais on allait dans ce sens. Qu'ils vous souviennent, je me suis mis à genoux, j'ai supplié le président de la République pour demander qu'on n'aille jamais dans ce sens parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand et comment ça va finir. Vous étiez allé le voir? Non. Ben, malheureusement, je n'ai pas été entendu. Les chefs religieux ont fait une réunion avec les responsables de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et ont préparé une doléance au chef de l'État pour aller dans le sens des élections inclusives. Malheureusement, le jour où on faisait cette doléance, le soir, le chef de l'État, à la télévision, a annoncé qu'il n'allait pas prendre une ordonnance. Nous avons croisé les bras. Et nous avons prié chacun en ce qui le concerne pour que tout se passe très bien et qu'il n'y ait pas de problème. Vous comprenez que je sois mal à l'aise de ce qui s'est passé à partir du 28 avril jusqu'au jour où vous connaissez. J'ai tout fait, j'ai supplié la nature pour qu'elle ne me donne jamais raison, que ce que je disais n'arrive jamais au Bénin. Pourtant, vous saviez que vous perdiez votre temps. Non, je ne peux pas dire que je perdais mon temps, parce que chaque citoyen béninois, où qu'il se trouve avec son expérience, doit pouvoir sonner l'alerte et doit pouvoir aider le président de la République et les autorités à aller dans le sens qu'il faut pour éviter des histoires. C'est ce que j'ai fait, humblement, en disant ce que j'ai vu dans les autres pays, parce que, n'oubliez pas, j'ai été le président du Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. Je suis passé dans les 54 États pour voir ce qui se passe. 32 pays africains sont en guerre. Quand vous allez fouiller pour regarder, c'est exactement le cheminement qui a accompagné ou qui a précédé les élections. Malheureusement. Et donc, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Mieux, ce que je n'ai jamais dit encore jusque-là, c'est que le 23 mars 2019, j'ai vu l'honorable André Okullola
Et puis il me dit, grand frère, la situation que nous vivons, toi, tu as l'expérience. Tu as vu ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. Qu'est-ce que tu peux me dire que nous pourrons faire pour que les choses se passent bien? Je l'ai regardé comme ça. Je me suis tué pendant 2-3 minutes. Je lui ai demandé, André, tu veux vraiment savoir? Il me dit oui. Tu veux vraiment savoir? Il me dit oui. Je lui ai donné tous les détails de ce qui peut se passer si jamais on allait dans ce sens. Il y a un témoin, hein? Je vais taire le nom du témoin pour l'instant. Le témoin est membre du bloc républicain comme M. Okunlola. Je tais son nom d'abord. Puis M. Okunlola m'a dit, ah, merci beaucoup grand frère. Je vais en parler à... Il a cité le nom d'une grande personnalité du Bénin. Je tais son nom d'abord pour l'instant. Puis je n'ai plus rien entendu. J'ai fait mes émissions. Malheureusement, ce que je craignais est arrivé. Mais vous comprenez que je sois malade et que je ne puisse pas parler depuis. Puisque ce que je redoutais est malheureusement arrivé. Quand il y a un seul mort, un seul cas de décès, ça fait 100% pour la famille. Chez qui ce décès est arrivé. Et on aurait pu éviter cela. Malheureusement, c'est arrivé. Voilà pourquoi, depuis ce temps, vous ne m'avez pas entendu. Plusieurs stations de radio, de télévision m'ont invité. Soit j'étais absent du territoire, soit je ne suis pas disponible. Et bon, aujourd'hui, vous avez eu la chance de me recevoir parce que vous m'avez invité à plusieurs reprises. Je dois vous présenter les excuses. Ça fait au moins 6 fois que vous m'avez invité. Je n'ai pas pu. Aujourd'hui, c'est le bonjour de la nature et je suis là. Aujourd'hui, vous êtes au pays et vous répondez présent dans nos studios, Jean-Baptiste Elias. Mais vous qui faites l'extérieur, on va revenir largement à ces conséquences que vous avez déplorées, mais vous qui faites si souvent l'extérieur, qu'est-ce que ça nous retourne du Bénin, ces élections? Qu'est-ce que nous essuyons désormais? Quel est le visage, quel est le miroir que nous présentons à l'extérieur? Malheureusement, nous étions, vous savez, il y a 186 États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Bénin, au point de vue gouvernance, était assez bien placé quand même. Mais je redoute fort qu'au niveau des évaluations prochaines, que nous puissions occuper un rang qui n'est pas souhaitable pour un Béninois. Parce que ce qui s'est passé, quelles que soient les explications que les autorités donnent officiellement, très peu de gens à l'extérieur sont convaincus de cette explication-là, malheureusement. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnalités, à droite, à gauche. Quand on m'interroge pour dire qu'est-ce qui s'est passé, il m'est difficile de dire voilà ce qui s'est passé et qui est soutenable. Voilà, c'est tout. Et nous espérons que les choses rentreront dans l'ordre et que très prochainement, nous allons reprendre notre place. Parce que pendant longtemps, le Bénin a été considéré comme un exemple sur le plan africain et même ailleurs. Mais malheureusement, au point de vue gouvernance aujourd'hui, à tort ou à raison, les gens ont une impression totalement différente de ce que nous avions à l'époque. Et c'est dommage. Vous espérez que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on retrouve notre place, n'est-ce pas, comme ces prières que vous avez à chaque fois eu ces nombreuses nuits pour rien. Lorsque on sait que le Parlement est installé avec les conséquences, le COSLEPI est désormais aussi en place et la liste qui va être actualisée par les députés et du Bloc républicain et du Parti progressiste. Les acteurs politiques et surtout les citoyens béninois n'avaient pas compris ce qu'on peut appeler, entre griffes, le danger de l'unicité au Parlement. C'est la faute aux citoyens béninois? Non, ce n'est pas la faute aux citoyens béninois, mais il fallait bien que chacun comprenne pourquoi nous insistions à l'époque que tout le monde aille aux élections pour qu'il y ait toutes les voix
au Parlement. Vous pensez que les Béninois ne vous ont pas accompagné, n'avaient pas compris vos cris? Non, qu'est-ce qu'ils peuvent? La décision est entre les mains du chef de l'État, chef du gouvernement, du président de la République. Ben, il a estimé que ce n'était pas cette voie-là qu'il fallait prendre. Ben, nous, on respecte sa décision. Mais le problème est là actuellement que l'Assemblée nationale a des responsables à désigner au niveau des institutions de la République. Vous parlez seulement de Koslepi. Non, ce n'est pas seulement Koslepi. Non, évidemment, ce n'est pas seulement Il y a d'abord le Parlement qui devait désigner des gens au niveau de la HAC. Bien sûr. Aujourd'hui, ceux qui sont désignés au niveau de la HAC ont une seule couleur, bien entendu. On dit souvent que Albe vous a nommé, je ne vous reconnais plus. Hein, le devoir de désobéissance, bon, ça c'est la théorie. La réalité est tout autre chose. Bien, le Parlement également a désigné des gens au niveau du Conseil économique et social, par exemple. Et, comme vous venez de le dire, le Parlement a fait le bloc au niveau du Koslepi pour sortir une liste. Alors, de contestation en contestation, je ne sais pas ce qui va arriver là où nous irons. Je suis incapable de vous dire, mon cher journaliste, je prie tous les jours pour que tout s'apaise, pour que tout rentre dans l'ordre au pays, afin que nous puissions nous occuper des tâches de développement. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu vous écoute pour cette communale à venir? Je ne suis pas dans la logique de parler de Dieu ou de ne pas parler de Dieu. Vous priez régulièrement, vous dites? Oui, je prie pour la nature. La nature, je souhaite que la nature fasse en sorte que tout rentre dans l'ordre et que nous puissions nous comprendre pour avancer. Mais pour que nous puissions nous comprendre pour avancer, il y a des pas qu'il faudrait franchir. Et tout au long de l'émission, peut-être, je proposerai également des pas. Et si l'autorité veut aller dans ce sens, ça va apaiser. Mais sinon, je suis incapable de dire, je ne suis pas Dieu comme vous le dites. Moi, je pense bien que la nature fera ce qu'il faut. Maintenant, souhaitons que les choses aillent dans le bon sens. L'autorité, le chef de l'État a voulu l'apaisement, du moins il a signalé, n'est-ce pas, cet échange-là avec la classe politique, celle qui n'est justement pas partie à ces élections législatives, je veux parler de l'opposition, mais de dialogue que les Béninois ont attendu, eh bien, il a eu cette invite à aller au ministère de l'Intérieur pour aller chercher, se conformer, n'est-ce pas, à la nouvelle charte. Et beaucoup de Béninois n'ont pas également compris ce sens de dialogue du chef de l'État. Ça dépend. C'est lui qui a sa compréhension de ce qu'il appelle dialogue. Les autres ont également leur compréhension de ce qu'ils appellent dialogue. Il aurait fallu peut-être, je ne sais pas, que quelqu'un soit entre les deux pour essayer d'écouter les uns et les autres et proposer des pistes de sortie. Bon, on ne l'a peut-être pas eu, ou peut-être on l'a eu, sans que nous, comme des mortels, nous soyons au courant. Peut-être qu'il y a eu ces rencontres-là entre les intéressés par personnes interposées que nous ne savons pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons vu la rencontre que le chef de l'État a eu à faire avec les partis politiques. Et à l'issue, on leur a demandé d'aller au niveau du ministère de l'Intérieur. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il paraîtrait, parce que moi je n'ai pas entendu le ministre le dire, que des propositions ou alors des pistes leur avaient été tracées pour qu'ils puissent aller dans ce sens afin d'avoir leur certificat de conformité. Enfin, leur récépissé, désolé. Leur récépissé. Bon, les gens n'ont pas souhaité aller dans ce sens puisque, selon eux, aucune loi ne dit d'aller dans ce sens. Et de ce point de vue, ils ne peuvent pas tenir compte de la déclaration d'une personne, qu'elle soit ministre de l'Intérieur ou pas, pour aller dans ce sens. Et nous sommes bloqués aujourd'hui. Voilà le problème. Et justement, vous avez entendu les acteurs du pouvoir disent qu'il faut aller dans ce sens parce que ce sont les textes, justement, qui disent d'aller dans ce sens. Est-ce que vous pouvez sortir le nom de quelqu'un qui a dit ça? Au moins, Abraham Zinokwe, il a un mois, presque jour pour jour, dans ce studio, avait dit la même chose. Ah, voilà. Quand vous avez appelé un nom, maintenant, je vais répondre. Non. Le président Abraham Zinokwe, le ministre Abraham Zinokwe, l'honorable député Abraham Zinokwe ne peut pas dire ça. S'il dit ça, ce n'est pas bien. Il a dit. Il remue le couteau dans la plaie. C'est pas bon.
qui respecte les tests au Bénin ici? Est-ce que lui-même, il a respecté les tests d'abord? Ah bon? Oui, lui-même. Commençons par là d'abord. Et c'est révoltant de dire des choses. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a vraiment dit ça? Je vous dis qu'il a dit ça le 11 très bien. Dernier. Alors, mon cher frère, c'est mon frère, hein? C'est mon ami et frère, le président Abraham Zézirokwe. S'il a dit ça, c'est pas bien. Parce que, on y va. Dès l'élection de la 8e législature, j'ai envoyé une lettre le 21 mai 2019 au président de l'Assemblée nationale en lui disant d'abord mes félicitations et en demandant à ce que tous les députés puissent faire leur déclaration de patrimoine conformément aux dispositions du décret. D'abord la loi, ensuite le décret qui dit que dans les 15 jours, ils doivent déclarer leur patrimoine. Mon cher frère, le président Abraham Zézirokwe n'a pas déclaré son patrimoine jusqu'au 12 août 2019. Jusqu'au 12 août, donc jusqu'à sa sortie du Parlement. Il n'a pas déclaré ça, son patrimoine. Il va dire aux gens de respecter quoi? De se conformer à quoi? Alors que lui-même ne se conforme pas. Non, mais vous blaguez ou quoi? Pardon, si c'est ça, c'est pas bien. Mais il n'a pas fait. Et comment il va demander aux autres de se conformer au test alors que lui-même ne se conforme pas au test? Non. Oui. Président Abraham Zézirokwe, il paraît que vous avez dit ça. Si c'est vrai, pardon, ne faites plus ça comme c'est pas bien. Vous remuez le couteau dans la plaie. Les gens savent que vous n'avez pas fait. Moi, je dis que vous n'avez pas fait. Et vous n'avez donc pas respecté les tests et vous demandez aux autres de respecter les tests, c'est pas bien. Ça, c'est pour Abraham Zézirokwe. Oui. Et les autres? Les autres? Les autres députés. Bien sûr. Merci beaucoup. Voyez-vous, quand on demande aux gens de respecter les tests au Bénin, il faut que on respecte soi-même les tests avant de dire aux autres de respecter les tests. Au Bénin, très peu de gens respectent les tests. Au Bénin, très peu de gens se conforment aux tests. Alors, de ce point de vue, quand dans un camp, on trouve qu'il faut respecter les tests, dans l'autre camp, on ne respecte pas les tests, c'est pas bien, ça ne fait pas l'équilibre. Prenez un exemple. Au niveau du ministère de l'Intérieur, puisque nous sommes là, pour le récépissé, ou bien pour le certificat de conformité, l'un ou l'autre, on a recalé des partis parce que les statuts et le règlement intérieur n'ont pas été signés. On a dit, vous n'êtes pas conforme. On les a mis de côté. Ensuite, on a recalé des partis et on ne leur a pas donné le certificat de conformité ni le récépissé parce qu'il y a eu des fautes au niveau des états civils des membres. Des erreurs de nom, des erreurs de date de naissance. Très bien. Des erreurs de nom, des erreurs de date de naissance. Merci beaucoup, comme vous le dites si bien. Mais, si c'est ça, c'est très bien de l'avoir fait. Mais dans le même temps, nous sommes dans la même République. Il faut que la même règle s'applique à tout le monde. Et dans tous les sens. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah bon? Tenez, Oui. au niveau de la Sénat. Au niveau de la Sénat. Des dossiers ont été donnés pour que les candidats puissent aller aux élections. Il y a par exemple, puisque nous sommes en matière d'état civil, prenons l'exemple des états civils, il y a beaucoup d'autres raisons. Nous avons un candidat qui est né le 26 décembre 1984 à Grand Popo, écrit sur son certificat de résidence qu'il est né le 26 décembre 1984 à Grand Popo. Sur son certificat de nationalité, le même candidat, il est né vers 1976 Ah bon? à Cobain. Le même candidat. Il est né le 24 novembre. Il est né le 26 décembre 1984 à Grand Popo. C'est ce qui est écrit sur son certificat de résidence. Et il est né 4 ans avant aussi. Puis, Oh. le même, c'est pas fini. Attendez, le même, il est né vers 1976 à Cobain. C'est ce qui est écrit sur son certificat de nationalité. 12 ans avant. Ensuite, il est né le 3 juillet 1976 à Cobain. C'est ce qui est écrit sur les autres pièces. Le même individu. Le même individu. Et il est député à l'Assemblée Il nationale. est député à l'Assemblée nationale actuellement. Actuellement. Ah bon? Oui. Alors, Vous pouvez donner son nom? bien sûr. Parce que c'est public. Enfin, Monsieur vous avez- Gagnon est élu. Gagnon. Gagnon.
Gagnon. Oui, il est élu député à l'Assemblée nationale, il est là. Et il est né sur son certificat de résidence, c'est mis, né le 26 décembre 1984 à Grand Popo. Puis, sur son certificat de nationalité, il est mis, né vers 1976 à Commun. Et le dossier est passé à la Sénat. Attendez, c'est pas fini. Et il est né le 3 juin 1976 à Commun sur les autres pièces. Les autres pièces étant acte de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire, certificat de résidence demandé par la loi. Donc, et c'est passé comme faute mineure à la Sénat. Merci beaucoup. Voilà le mot qu'on a donné, faute mineure. C'est pas fini, il n'y a pas que lui. Ah bon? Ah mais comment? Il n'y a pas que lui. Je continue. Monsieur Médé Wanou, puisque vous voulez qu'on appelle les noms, appelez les noms. Monsieur Médé Wanou est élu député. Il est là, c'est mon ami. Mais, sur sa carte d'électeur, il est né le 4 avril 1964. C'est ce qui est écrit sur sa carte d'électeur. Mais sur les autres pièces, à savoir acte de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire, certificat de résidence, il est né le 3 avril 1964. On lui a enlevé seulement un jour, lui. Lui, c'est un jour. Ah bon? Donc, il est né le 3 avril. Il y a un autre. C'est pas fini. Mais, il y a monsieur Nyempabou. Monsieur Nyempabou. Il est né à Kérou, sur sa carte d'électeur. Puis, sur les autres pièces, il est né à Kouandé. Il est élu député. Il est là. Monsieur Nyombo. Nyambo. Nyombo. Nyambo. Il est né en 1972. Dans la déclaration de candidature, c'est écrit qu'il est né en 1972. Maintenant, sur les autres pièces, il est né en 1973. Et Nyambo aussi est député actuellement. Nyambo aussi est député, il est élu. Il est là-bas. Mais, alors, quand on ne se conforme pas au texte, mais ce que je dis là, il y a 17 personnes au moins à la Sénat qui ont vu ça. 17 personnes. Et quand les 17 personnes ont vu ça, même si les 17 personnes ont l'obligation de réserve, mais elles parlent. C'est-à-dire les 17 personnes ayant traité les dossiers. Ayant traité les dossiers ont vu ce que je suis en train de dire. Et ont vu ça. Et pourtant, on a validé ça. Ils sont partis. Ils sont élus. J'ai posé la question à certains magistrats pour dire, mais tous ceux-là, il y en a encore. C'est pas fini, c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. Hein. Je vous dis, il y en a d'autres. On ne va pas perdre le temps pour citer tout ça. Si vous voulez, on va les citer. Donc les fautes mineures, majeures, c'était partout, c'était dans donc, tous les cas. Quand c'est comme ça, et que dans un camp, on valide, dans l'autre camp, on invalide, il y a problème. C'est de ça qu'il s'agit. Toujours dans ce que nous disons là, on a dit, les gens n'ont pas signé leur statut ni règlement intérieur et ils sont mis de côté. Oui. Mais au niveau de la Sénat, il y en a qui n'ont pas signé sa déclaration sur l'honneur comme quoi il n'est membre ni candidat d'aucun autre parti que celui-là. Il n'a pas signé. Ça ne vaut pas. Ça devient un tract. Les magistrats m'ont dit que s'il n'a pas signé, ça devient un tract et pourtant ça a été validé. Et c'est quel... Non. Vous n'avez pas Attendez. Il ne faut pas appeler trop de noms. Non, mais parce que vous parlez, les gens peuvent... Oui. Ah, mais non, mais comment? Tout ce que je dis là, tenez-vous bien, c'est pour ça qu'on ne m'entend pas souvent. Tout ce que je dis là, j'ai toutes les preuves en main. Je peux les sortir quand on a besoin de ça. Mais si vous ne dites pas les noms, mais oui, notre technicien peut aussi avancer. J'ai dit certains noms déjà, c'est suffisant. Si vous voulez, on dira le reste. D'accord. Bon, alors, donc voilà. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous savez bien que je vous ai présenté les félicitations. Je parle de l'honorable président Vlavonou. Votre propre suppléant, à savoir M. Adé Chissani, il est né dans le dossier le 18 mars 1957 sur sa carte d'électeur et sur les autres pièces, il est né vers 1957 sur toutes les autres pièces. Et pourtant, c'est votre suppléant, monsieur le président de l'Assemblée nationale. On continuera, mais c'est pas possible. Alors, quand on est face à ça, les amis, il faut mettre de l'eau dans le vin et dire, mais allons-y. Monsieur le président de la République, je ne sais pas si on vous a dit tout ça. Je ne sais pas si
on vous a mis au courant de tout ce que je viens de dire, dont les preuves existent. À partir de cet instant où les gens n'ont pas respecté, ne se sont pas conformés aux tests, et qu'ils ont été autorisés à y aller, autoriser les autres aussi à y aller. Est-ce que vos investigations sont allées également au ministère de l'Intérieur? Il a été avancé également que les dossiers des partis, notamment le Bloc républicain et l'Union progressiste, n'étaient pas les meilleurs non plus. Et pourtant, ils ont facilement... Non, j'avoue que je n'ai pas eu à faire ce travail. Je n'ai pas fait ce travail parce que j'ai estimé que ce n'était pas nécessaire de le faire. Bon, il paraît qu'avec le il paraît là, on mettra tout là-dedans. Mais on n'a pas fait ce travail-là. De toute façon, ce que je viens de vous dire concerne les deux blocs, les deux partis en question. C'est eux qui sont à l'Assemblée. C'est eux qui ont été autorisés à compétir, comme on le dit. Et donc, ça les concerne. Et nous avons estimé que quand c'est comme ça, il faut faire attention, faire tout. Revenons à la déclaration de biens, de patrimoine. Ça, vous en avez régulièrement parlé pour toutes les législatures. Est-ce que à ce Parlement, si on peut faire le point, est-ce qu'ils se sont conformés, ces députés? Alors, le président Vlavonou, à qui je présente mes félicitations, a effectivement lu la lettre que je viens de vous dire et l'a donnée à chacun des députés. Aujourd'hui, après donc le premier point que nous avons fait, sur les 83 députés, il y a au moins 65 qui ont déjà fait. C'est bien. Est-ce que le président de l'Assemblée lui-même l'a dit? Oui, il est à jour. Et je profite de l'occasion pour dire, les autres qui sont sortis, ils doivent aussi faire leur déclaration de patrimoine dans les 15 jours. Je profite de l'occasion pour féliciter le président Nago, qui a fait sa déclaration de patrimoine à la sortie. Je félicite le président Idiko Laolé, qui a fait sa déclaration à la sortie. Je félicite le président Abimbola, qui a fait sa déclaration, etc. etc. Et ils l'ont fait dans le délai ou ils l'ont fait? Bon, ils l'ont fait quand même. De toute façon, moi, j'ai eu le point au niveau du président de l'Assemblée nationale. J'ai les documents avec moi ici. Je n'ai pas cherché à savoir si oui ou non il a fait dans le... Donc, qui est sûr, c'est que... C'est déjà pas mal de le faire. C'est fait. Il l'a fait, il l'a fait. S'il devait le faire dans les 15 jours, il n'a pas fait dans les 15 jours. Il l'a fait dans les 30 jours. C'est acceptable. Au moins, il a fait. Mais il y a d'autres qui n'ont pas fait encore à ce jour. Vous voulez savoir? Mais dites, il a des noms. Le président, mon cher ami, le président de l'Assemblée nationale, 7e législature, jusqu'au 12 août 2019, n'a pas fait sa déclaration de sortie. Adrien Mbedji. Oui. Bon. Et pourtant, il est de la mouvance. À ma connaissance, à ce jour. Bien. Ensuite, le président Amoussou Bruno, le patron de l'UP, il n'a pas fait sa déclaration de patrimoine à la sortie jusqu'au 12 août 2019. Alors, quand les responsables au niveau de l'appareil qui gouverne se comportent de cette façon-là et demandent aux autres, conformez-vous au test, ça pose un problème. Voilà pourquoi je vais encore supplier le président de la République, s'il n'est pas au courant de savoir que ça s'est passé comme ça, et s'il est au courant de bien vouloir autoriser qu'on donne ce qu'il faut aux autres pour apaiser le peuple. Pourquoi? Nous avons beaucoup de défis de développement. Le président de la République doit avoir sa tête sur les épaules pour penser au développement du Bénin. Il doit chercher le bien-être de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Mais continuer d'être sur le ring avec les autres parce qu'on n'a pas donné un certificat de conformité, on n'a pas donné un récépissé. Mais ça perd le temps au président de la République qui doit prendre le temps nécessaire de s'occuper des vrais problèmes de développement du Bénin. Monsieur le président de la République, on vous distrait avec ce sujet-là. Demandez qu'on leur donne le papier, qu'on n'en parle plus, et on va avancer dans le développement qu'il faut. Jean-Baptiste, oui. Est-ce qu'on peut comprendre, enfin, le chef de l'État a dit qu'il ne discuterait pas et ne parlerait pas avec des partis qui ne sont pas autorisés, donc des partis qui n'ont pas ce papier dont vous parlez, le récépissé qui n'existe pas. Et c'est pour ça que je prie, je supplie, je me mets à genoux au président de la République pour dire ses propres collaborateurs n'ont pas respecté les tests. On ne peut pas imposer aux autres
vous n'avez pas signé votre statut, vos règlements intérieurs, d'autres ne l'ont pas fait ailleurs, ça a passé, eux ils n'ont pas fait, il faut les pénaliser pour ça. Ah, il y a des problèmes au niveau de l'état civil, d'autres ont fait pire, et ça a passé. Mais laissez-les, qu'ils avancent. Mais je sais que ce que je dis sur ce plateau, les gens vont dès demain me calquer d'opposant. Mais le président de la République lui-même sait que je ne suis pas opposant. Il le sait très bien, de toute façon. Je rigole seulement quand ils vont le dire. Parce que chaque fois que je parle, les gens croient que je dis n'importe quoi contre le gouvernement. Tenez, je fais une parenthèse. Quand j'ai sorti le dossier sur les motos, tout le monde a crié, il y a celle de l'opposition, il y a celle de l'opposition. Savez-vous que le ministre Tonato lui-même a envoyé une lettre pour me féliciter d'avoir fait ce travail? On va parler de alors, on en parlera. C'est ça le problème. Voilà. Et comment vous pensez qu'on puisse s'extirper de cette situation dans laquelle on est installé depuis quelques semaines, quelques mois, lorsqu'on sait que le dialogue enclenché par le clergé catholique, ce dialogue peine à se mettre réellement en place? D'abord, moi je n'ai aucune information concernant un quelconque dialogue enclenché par le clergé. Je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas si le clergé a rencontré tous les camps. Qu'est-ce qu'il en a été? Où en sommes-nous? Peut-être vous qui êtes de la presse, vous avez l'information, vous allez pouvoir nous dire ce qu'il en est. Mais moi, je n'ai pas l'information. Et de ce point de vue, je ne peux pas opiner dessus, puisque je ne connais pas ce qui s'est passé. Mais vous suivez au moins l'actualité. Oui, mais l'actualité ne m'a pas encore dit que le clergé a fait ceci, a fait cela. Le clergé a pris d'initiative par rapport au dialogue. Et le clergé est où actuellement? Puisque moi, je n'ai pas vu une quelconque rencontre avec le clergé et les camps concernés. Je n'ai pas vu. J'ai vu par contre le président de la République et les partis politiques. Je les ai vus et nous avons écouté ce que les uns et les autres ont dit. Exactement. Cette initiative donc, du clergé était en cours quand le chef de l'État a pris les choses en main. Et ce qui a fait dire à certains que c'était une manière de couper l'herbe sous les pieds du clergé. Je n'ai aucune information dessus. Souffrez que je ne puisse pas opiner sur quelque chose que je ne connais pas. C'est ça la différence en ce qui me concerne. Je ne dis des choses que ce que je connais. Je vous dis, dans ce studio, aujourd'hui, tout ce que je vais dire, quelqu'un m'appelle demain, apportez la preuve de ce que vous avez dit, je donnerai les preuves de ce que j'ai dit. Et comme je n'ai aucune preuve de ce que le clergé aurait fait ou n'aurait pas fait, on peut avancer. Ben oui. Alors, donc, nous parlions dessous toujours de cas de non-respect des tests, de se conformer aux tests. Tenez, un autre exemple concret. Oui. Le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, est arrivé au pouvoir et dès le 17 mai 2016, je dis bien 17 mai 2016, quelques jours seulement après son installation, il a pris le décret 2016 du 17 mai 2016 fixant la structure type des ministères. Au terme de ce décret, l'article 48 de ce décret, qui est très clair, si on a le temps, on va le lire, dispose expressément que les DAF ne peuvent pas faire plus de 2 ans dans le même ministère. L'article 74 dispose très clairement que les inspecteurs généraux des ministères et leurs adjoints ne doivent pas faire plus de 2 ans dans le même ministère. Et l'article 76 du même décret dispose expressément que les secrétaires généraux des ministères ne doivent pas faire plus de 3 ans dans le même ministère. Mais qu'avons-nous constaté? J'ai constaté qu'il y a des DAF et des inspecteurs généraux des ministères qui ont déjà fait le délai donné et qu'il fallait donc leur changer de place. Donc, la loi n'a pas été appliquée. Attendez. Ce décret-là, le décret est là, hein. Je viens de donner les articles. Ceux qui les ont peuvent le regarder. Si c'est le temps permet, je vais lire les articles ici. Alors, j'ai donc saisi les ministres concernés. Les lettres sont ici. J'ai saisi les ministres concernés. Et je leur ai dit, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, votre DAF, Madame Amratou Bio Djara Gounou, est nommée le 27 février 2017 par le décret 2017-104
Elle a déjà fait plus de 2 ans. Donc, il faut respecter les tests pour éviter à ce que les gens de l'opposition ne puissent vous rappeler que vous ne respectez pas les tests non plus. Ça, c'est pour le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'enseignement maternel et primaire, son DAF, M. Kokou Wilfried Akpata, il a été nommé le 7 juillet 2016 par le décret 2016-395. J'ai écrit au ministre pour dire qu'il a déjà fait le temps, il faudrait le remplacer. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le DAF, M. Zahariatou Aboudou Mama, il a été nommé le 27 juillet 2016 par le décret 2016-441. J'ai écrit au ministre de la décentralisation. Son DAF, Madame Afia Marcel Mandengde, épouse Oké, est nommée le 7 juillet 2016 par décret 2016-398. J'ai écrit au ministre de la Santé. Le DAF, c'est M. Jean Fayinou. Il est nommé le 25 octobre 2016 par décret 2016-668. J'ai écrit au ministre des Infrastructures et des Transports. Son DAF, c'est M. Placide Jonas Setondé Aïtodé. Il est nommé le 24 août 2016 par décret 2016-524. J'ai écrit au ministre de l'Enseignement supérieur. Le DAF, c'est M. Rodrigue Noutaï Hunkpeji. Il est nommé le 27 mai 2016 par décret 2016-307. J'ai écrit au ministre de l'Économie et des Finances. Son DAF, c'est M. Herman Patterson Romanissi Hunkari. Il est nommé le 27 mai 2016 par décret 2016-306. J'ai écrit au ministre de l'Agriculture et de la Pêche, de l'élevage et de la pêche. Le DAF, c'est M. Yaovi Fidel Tossou. Il est nommé le 29 août 2016 par décret 2016-533. J'ai écrit au ministre de la Fonction publique et du Travail. Le DAF, c'est M. Désiré Avodarou, nommé le 6 septembre 2016 par décret 2016-555. J'ai écrit au ministre d'État chargé du plan du développement. Son DAF, c'est Mme Hatikatou Mama Aya, nommé le 8 juin 2016 par décret 2016-355. Aucun d'eux, et ces lettres-là, date du 25 juin 2019. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre 2019. Ils sont tous à leur place. Ils sont tous en poste encore à ce poste. C'est pas fini. Il y a les IGM, ministère de l'Intérieur. Et lui, c'est encore plus grave. Il est en poste depuis, il est nommé depuis le 13 avril 2015 par décret 2015-167. Il est en poste. Le ministre de l'Agriculture, son IGM, Irénée Zodékon Houmenou, il est nommé le 27 février 2017 par décret 2017-102. Et le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, son IGM, c'est M. Olatunji Ange Valère Abissi. Il est nommé le 25 janvier 2017 par décret 2017-040. Et quand je leur ai écrit depuis le 25 juin pour leur rappeler les dispositions que je viens de dire tout à l'heure, à savoir les articles 48, 74 et 76, qui définissent clairement la durée que chacun de ces gens devait pouvoir faire, j'ai envoyé le tout au président de la République. Justement, Jean-Baptiste Elias, n'est-ce pas le chef de l'État qui ne respecte pas la loi? Vous pouvez faire le commentaire que vous voulez, mais d'abord les ministres concernés, c'est pas les ministres qui attendez, les ministres concernés peuvent de bonne foi avoir oublié. Moi, mon rôle, c'est de le leur rappeler. Je le leur ai rappelé depuis le 25 juin 2019 pour dire, attention, n'oubliez pas, le test dit que telle personne ne peut plus être là à ce moment-ci parce qu'il a fait le temps prévu par les tests. J'ai envoyé copie de toutes ces lettres-là au président de la République pour lui rendre compte. J'ai envoyé copie de toutes ces lettres-là au secrétaire général du gouvernement, puisque c'est eux qui font le travail pour qu'ils puissent vérifier ce que j'ai dit. Pas de nouvelles. Alors, que vous vouliez ou pas, au niveau des ministères également, les gens de l'opposition, des personnes qui voient quand le courrier est arrivé, c'est quelqu'un qui l'a traité d'abord. C'est quelqu'un qui l'a enregistré. C'est quelqu'un qui l'a remis au ministre. Le ministre l'a affecté à quelqu'un. Tous ceux-là ont vu. Même s'ils font l'ange
et qu'ils ne disent rien, mais ils parlent. Donc les gens sont au courant. Alors, je vais conclure en disant que si aujourd'hui, vous voyez les gens de l'opposition, entre griffes, je m'excuse beaucoup, s'entêter dans leur comportement, c'est qu'ils sont sûrs qu'il y a quelque chose qui se passe et que les autres ne respectent pas. Les acteurs de l'opposition s'entêtent dans leur comportement, dites-vous, mais ils vous rétorquent qu'il leur a été même refusé, malgré le respect, n'est-ce pas, de la loi, il leur a été refusé, par exemple, le certificat, enfin, le quitus fiscal au ministère de... Ah, le quitus fiscal, c'est autre chose. Si vous parlez de ça, alors là, c'est important. Le quitus fiscal, vous savez, j'étais sur une chaîne de télévision, de radio plutôt, quand des personnalités ont expliqué que on leur a refusé de délivrer le quitus fiscal. Des personnalités de l'opposition? Pas forcément de l'opposition, en général. D'autres qui sont de l'opposition surtout. Ah, on nous a refusé. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Parce que moi-même, j'avais été saisi à l'époque quand il y avait des difficultés. Je me suis déplacé pour aller à la direction générale des impôts. J'ai rencontré le directeur général des impôts, l'adjoint, qui m'a rassuré que tous ceux qui sont en règle auront leur quitus fiscal. Il n'y a pas de problème, monsieur Elias Jean-Baptiste. Je dis d'accord, pas de problème. Je suis parti. Je leur ai servi à tous ceux qui étaient dans l'attente, dans la salle d'attente au niveau du ministère, de la direction générale des impôts. Calmez-vous. Si vous êtes à jour, vous aurez votre quitus fiscal. Le directeur général adjoint vient de me le confirmer. Puis, on était sur une chaîne de radio. Quand on m'a dit non, il y a des gens qui étaient à jour et pourtant n'ont pas reçu leur quitus. J'ai dit, vous êtes sûr? On dit oui. Apportez-moi les preuves. J'ai été saisi par 4 personnalités. J'ai tout le dossier ici. Ah, quand j'ai vu, j'ai vérifié. J'ai dit, bon, ok, on va essayer de chercher à savoir ce qui s'est passé. Tenez-vous bien. Le 2 avril, donc avant les élections, avant le scrutin, oui. Le 2 avril 2019, j'ai écrit au directeur général des impôts en lui disant ceci, très rapidement, ça ira vite, pour que les gens comprennent. Si vous voulez vraiment que les auditeurs comprennent, on va leur expliquer. Monsieur le directeur général, objet au sujet de la délivrance de quitus fiscal. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit. L'article 46 de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin prescrit aux candidats de produire, entre autres, un quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'année de l'élection, attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. Fin de citation. Pour l'élection législative du 28 avril 2019, plusieurs candidats potentiels se plaignent de n'avoir pas eu leur quitus malgré qu'ils soient à jour vis-à-vis du fisc. Face à cette situation, je me suis déplacé le 25 février 2019 pour vous rencontrer et m'enquérir des nouvelles sur la délivrance du quitus fiscal. Absent, c'est le directeur général adjoint qui m'a reçu. De l'entretien que nous avons eu, il m'a rassuré que tous ceux qui seraient à jour vis-à-vis du fisc auront leur quitus fiscal. J'ai donc servi cette réponse à tous ceux qui attendaient leur quitus fiscal dans les bureaux de la direction générale des impôts, qu'ils seront servis s'ils sont à jour vis-à-vis du fisc. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a reçu des informations faisant état de ce que des personnes à jour vis-à-vis du fisc n'auraient pas eu leur quitus fiscal. Je viens de recevoir les dossiers de messieurs Idrissou Bako, Komi Kountié, Valentin Agossou Djanotin, Sanctus Obafemi Deji Juste Flavius et Wensou, qui seraient à jour vis-à-vis du fisc compte tenu des pièces qui me sont produites et qui n'auraient pas eu leur quitus fiscal. Par la présente, vous voudrez bien m'informer des raisons qui ont motivé la non-délivrance du quitus fiscal aux intéressés alors qu'ils seraient à jour vis-à-vis du fisc. Veuillez agréer, monsieur le directeur général. La lettre est partie, pas de réponse. J'ai réitéré encore la lettre le 15 avril et je leur ai dit de la même chose, que s'ils ne répondaient pas, j'ai dit ceci, toutefois, il n'est pas trop tard pour présenter l'image de la Direction générale des impôts. J'attendrai jusqu'au 18 avril 2019 en espérant obtenir une réponse de votre part. La lettre est partie, pas de réponse. Et pourquoi pas de réponse? Le 18 avril, le dernier délai que j'ai donné, comme par hasard, le ministre de l'économie et des finances m'a invité pour une séance de travail. J'y étais avec 2 de mes collaborateurs
Et lui aussi, il était à cette séance avec 2 de ses collaborateurs, dont le directeur de cabinet. Et je pensais qu'il allait aborder ce sujet. On a parlé de tout, ceux pour lesquels il souhaitait me voir. Puis, je lui ai introduit le dossier pour dire, ah, il y a tel dossier qui est là. Je croyais que vous alliez parler de ça, monsieur le ministre. Il me dit non. Mais il me dit, le directeur général lui avait parlé du dossier. Moi, je suis parti avec tout le dossier. Toutes les pièces sont ici. Hein. Les pièces sont là. Il me dit, ah, je vais l'instruire, il va venir. Ok, monsieur le ministre, pas de problème. Je ne l'ai pas vu. 2 semaines après, je vois le directeur de cabinet. Je dis, mais le directeur général des impôts n'est pas venu. Il dit, quoi? Que c'est devant lui que le ministre de l'économie et des finances l'a instruit pour dire de répondre à l'appel de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Je dis, je ne l'ai pas vu. Très bien. Le 7 mai, j'écris au ministre pour dire qu'il n'est pas venu et que je lui donnais un autre rendez-vous pour qu'il puisse venir le 10 mai à 11h. Alors que c'était après le scrutin. Déjà, après le scrutin, il n'est pas venu. Puis, j'ai encore écrit une dernière lettre pour demander à ce qu'il arrive le 27 juin 2019 à 17h. Il est venu. Le 17 juin 2019 à 17h, il est venu. La feuille de présence est là. Tous ceux qui ont participé à la séance, c'est là avec nous. Puis, quand il est venu, comme à l'accoutumée, nous faisons questions écrites, réponses écrites. Alors, nous lui avons tendu pour commencer la séance. Il a à répondre à 9 questions. La première question concerne d'abord qui se présente. Il s'est présenté, il a mis son nom, son prénom, administrateur des impôts, ancienneté dans le corps 18 ans, directeur général des impôts depuis 3 ans. Et puis voilà. Quand il a lu la deuxième question, il a lu la troisième question, il dit, ah, la deuxième question, c'était quoi? Ah, vous voulez on va le lire. Il nous est revenu que M. Idriss Oubako, qui a sollicité la délivrance du quitus fiscal en vue de présenter sa candidature aux élections législatives du 28 avril 2019 et qui aurait été à jour vis-à-vis du fisc, n'aurait pas eu son quitus fiscal. Pourriez-vous nous donner les raisons pour lesquelles vous n'auriez pas délivré le quitus fiscal à M. Idriss Oubako? La même question concerne un deuxième, M. Juste Winsou et Winsou. La même question concerne troisième, M. Agossou Djenotin Valentin. La quatrième question concerne M. Komi Kounché. Et puis on dit, avez-vous informé les intéressés des raisons pour lesquelles vous ne leur avez pas délivré le quitus fiscal? Ensuite, avez-vous un test qui fait obligation de ne pas délivrer le quitus fiscal aux intéressés? Si oui, veuillez bien nous produire ce document-là. Ensuite, M. Djenotin, Flévis, etc., absents du territoire, ont produit des procurations par acte notarié pour les représenter valablement et agir en leur lieu et place dans l'accomplissement de cette mission de délivrance en allant payer. Personne ne leur a dit que vous n'aurez pas. Ils ont tous payé. On leur a écrit pour dire, vous devez, ils ont payé. Vous devez, ils ont payé. Vous devez, ils ont payé. Et maintenant, pour délivrer, on n'a pas délivré. Donc, il m'a dit, ah, monsieur le président, je vais me retirer d'abord. Ah bon? Le DG. Il n'a répondu qu'à une seule question. Une seule question, c'est ça ici. Nom, prénom, et puis il est C'est tout. Il dit, quand il a lu tout, il dit, je vais me retirer pour aller me préparer. J'ai dit, d'accord. Les autres participants disent, non. Vous saviez déjà pourquoi vous êtes là, vous aurez pu vous préparer. Il dit, non, qu'il va se... Ok, d'accord. J'ai dit, très bien. Il vous faut combien de temps? Il m'a dit, il faut 1 semaine. Je lui ai donné 3 semaines. Pour qu'il puisse se préparer. Depuis le 27 juin 2019 à ce jour, 15 septembre 2019, les 3 semaines sont déjà passées plusieurs fois. Il n'est pas revenu. Voilà. Alors, face à une telle situation où les gens ont toutes les preuves sont ici, ils ont payé, tout est là. Ils ont même envoyé les huissiers qui ont fait sommation. Jean-Baptiste, oui. Une question à vous. Oui, question. À votre avis, quel intérêt un fonctionnaire a à empêcher des acteurs politiques d'aller aux élections? Je suis incapable de vous dire. Ce qui est certain, c'est qu'en agissant ainsi, il ne faut plus que les agents de l'État oublient qu'il y a la loi 2019-11 portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique. Au terme de cette loi, la responsabilité personnelle de chaque agent est engagée quand il cause préjudice à autrui. Ce n'est plus l'État qui sera engagé, ce n'est plus l'État qui sera mis en cause. Et donc, si les gens ne se souviennent pas qu'il y a cette loi-là du 21 février 2019 qui dit que désormais, si vous causez des torts à autrui,
vous allez répondre, c'est vous qui allez répondre, et uniquement que c'est vous, ben, je ne sais pas. Ce qui est important de dire dans ce dossier-là, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption est une institution créée parce que le Bénin a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il y a 186 États qui sont partis à cette convention. Le Bénin a signé et ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et le Bénin a signé le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. Tous les textes ont prévu l'installation d'une agence, d'une commission ou d'une autorité chargée d'étudier les questions. Et quand on voit que un responsable, directeur général, fut-il, d'une structure de l'État, refuse de répondre aux invitations, je dirais même aux convocations de cette structure-là, ça pose problème. Et si les autres pays, à savoir les Nations Unies, sont au courant de ce refus du directeur général de répondre à l'invitation de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, je ne sais pas quelle appréciation on ferait de notre pays. Eh bien, pour l'opposition, c'est le pouvoir qui utilise également l'appareil administratif pour la coincer, pour l'empêcher d'aller aux élections. Non, je ne peux pas le dire, moi. Mais ça produit ce résultat. Je ne peux pas le dire. Ce que je peux dire, c'est ce dont j'ai les preuves. Mais ça produit ce résultat. En tout cas, si c'est ça, ben, il faudrait que chacun essaie de prendre ses dispositions pour voir ce qui est faisable pour éviter des tensions inutiles. Je pèse bien mes mots, cette tension inutile. Jean-Baptiste Elias, nous allons parler à présent corruption. On a l'impression que c'est là où vous n'avez vraiment pas d'abondance, vous n'avez pas de sujet sur la rupture. On vous a vu très prolifique sous Boni Yayi, mais depuis sous Patrice Talon, il semble que c'est le meilleur des régimes qu'on ait en matière je n'avais pas dit de lutte contre la corruption. En tout cas, ils ne commettent pas du tout de péché de corruption. C'est votre avis, mais c'est pas la réalité. Ah oui? Oui. C'est pas la réalité parce que... Mais les dossiers, on n'en entend pas comme moi. Oui, mais s'il n'y a pas de dossier, je ne peux pas les inventer. Ça veut dire qu'il n'en a pas, ils n'en commettent pas. Ah non, c'est possible qu'il y en ait. C'est possible qu'il y en ait, mais il y a tellement de rumeurs sur les réseaux sociaux que si on ne fait pas attention, nous allons tomber dans la diffamation. Il faut faire très attention. Tenez, mais c'est dans toujours ce même régime du président Talon que nous avons dénoncé le concours qui a eu lieu à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous avez peut-être oublié. Non, on ne l'a pas oublié. Et ça a permis donc d'annuler le concours. C'est toujours sur ça. Au bout des doigts. Voilà. Alors, c'est toujours sous le régime du président Talon que nous avons sorti le dossier concernant les motos. Et quand j'ai sorti ce dossier, on dit que tout le monde a fait des choses. On a... Comment dirais-je, fouetter les journaux qui ont écrit, il y a Jean-Baptiste de l'opposition, il y a Jean-Baptiste veut faire du mal au ministre Tonaton, etc., etc. Mais... Pourtant, ce dossier a un goût d'inachevé. Non, ça n'a pas un goût d'inachevé, puisque ce que nous disons est fait, vous ne le savez peut-être pas. Oui, mais qui a fait quoi? Ben voilà, très bien. Alors, la société qui a produit et qui a voulu vendre les motos à 6 millions et quelques est connue. On l'a dit, c'est les bagnoles Motors. On ne l'a pas caché, on l'a dit. Sur toutes les antennes, votre chaîne a relayé. Deuxièmement, quand nous avons fait le travail et que nous avons écouté les uns et les autres, le chef de l'État s'est occupé personnellement de ce dossier. Et nous avons fait séance de travail. Nous nous sommes expliqués pour dire pourquoi nous avons fait comme cela. Ça a été compris. Nous avons envie de sauver les 300 millions de surfacturation qui étaient dans ce dossier. Les 300 millions ont été sauvegardés. Celui qui a gagné le marché. Qui a tenté de voler les 300. Attendez, j'arrive. Je dis encore une fois, la société c'est les bagnoles Motors. Mais les bagnoles, ce n'est pas de l'administration publique béninoise. Qui est le maillon dans l'administration? Mais non, il n'y a pas de maillon, puisqu'ils ont gagné un marché. Ils ont gagné un marché, c'est eux qui ont voulu vendre les motos à 6 millions l'unité. Et nous avons dit non, on ne peut pas vendre ces motos-là à 6 millions l'unité. Nous avons apporté les preuves qu'au plus, ces motos ne peuvent
coûté que 1 600 000. Qui dans l'administration voulait acheter une moto à 6 millions alors C'est le ministère du cadre de vie avec la direction des eaux et forêts et chasses qui voulait donc les motos. Et qui a signé ça? Qui a signé tel marché? Le ministre des Finances a signé. Le ministre intérimaire du cadre de vie a signé. Vous trouvez normal qu'on puisse signer un tel marché? Mais quand ils ont signé... Une moto à 6 millions. Mais oui, quand ils ont signé sur la base des procès-verbaux délivrés par la commission d'études du marché. Oui, mais il n'y a pas que justement cette société sur le marché. On oui, sait qu'une ils moto, étaient ça plusieurs. peut coûter mais non, mais en tout cas, les règles en matière de marché public disent qu'il faudrait lancer un appel d'offres, ce qu'ils ont fait. Et il y a eu des soumissions. Et bon, ils ont procédé par élimination, les pièces X ne sont pas à jour, les pièces Y ne sont pas à jour, jusqu'à arriver sur celui-là. Très bien. Mais nous avons dit non, il n'est pas question. Et nous avons apporté les preuves de tout ce que nous avons dit. Et quand le chef de l'État nous a rencontrés, en présence du fournisseur, en présence du ministre de l'économie et des finances, en présence du ministre intérimaire du cadre de vie, en présence du ministre du cadre de vie lui-même et en présence d'un certain nombre de directeurs et de chefs de service, on a fini par trouver que nous avons raison. Et nous avons demandé de retirer les 300 millions de surcoût et on les a fait. Celui qui a gagné le marché a écrit officiellement pour dire je renonce de vendre les motos à 6 millions, je vais les vendre au prix 1 600 000, pas de problème. Mais ce que vous oubliez, c'est que la justice s'est occupée de ce dossier. Oui. Alors, attendez. Regardez le volume d'argent. La justice s'est occupée de ce dossier. Le tribunal de première instance, de première classe de Cotonou s'est occupé de ce dossier. Le procureur de la République a écouté les uns et les autres et a conclu qu'au niveau pénal, qui n'a pas les éléments de poursuivre pénalement quelqu'un dans ce dossier-là, et il a classé sans suite en disant, oui, s'il y a de nouveaux éléments qui entrent en ligne de compte, lui, il est prêt à y aller. Et ça s'entend ça selon vous? Moi, je n'ai pas à juger une décision de justice. Ah bon? Non? Est-ce que non. Jugeons selon le bon sens. Non. Comme il faudrait le comprendre, nous avons décidé d'être dans un état de droit. Notre constitution donne le plein pouvoir à la justice d'aller dans un sens donné. Mais je ne vous demande pas de faire un recours. Non. Je demande juste de juger. Je ne peux pas juger non plus. Ah bon? Le procureur de la République a classé le dossier sans suite, disant que pénalement, il n'a pas trouvé des éléments de façon pénale pour poursuivre le dossier. Maintenant, il me dit, si vous avez de nouveaux éléments qui entrent en ligne de compte, le dossier est toujours en stand-by là. Hein? C'est toujours en stand-by là. Amenez les éléments et puis nous allons aviser. Bon, nous on respecte. On respecte la décision de justice et c'est là. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas dans ce dossier, quand nous avons sauvé les 300 millions pour l'État béninois, le ministre du cadre de vie nous a écrit. Vous voulez que je vous dise? Bon, et vous avez écrit quoi? Ah ben voilà. Le 20 avril 2018, le ministre du cadre de vie et du développement durable écrit à monsieur le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Objet, lettre de remerciement. Monsieur le président, dans le cadre du dossier relatif à l'acquisition des matériels roulant au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, je voudrais par la présente vous remercier pour la veille citoyenne dont vous avez fait preuve et qui a permis à l'administration de prendre des mesures conservatoires liées à la rationalisation des dépenses publiques. L'intérêt de la veille citoyenne s'est une fois de plus illustré et conforte l'intention gouvernementale d'aller plus loin dans la lutte contre la corruption et d'asseoir un climat de gestion transparente dans la chose publique. Recevez, monsieur le président, mes meilleures salutations. Signé José. Et je vais vous appeler à juger encore une fois. Et si vous n'hésitiez pas, si vous n'étiez pas là pour cette veille, ne revient-il pas au ministre de faire également cette veille en principe? Mais voilà que nous sommes déjà là. Nous sommes là. Et justement, le Bénin a signé les accords pour mettre en place une structure qui permet de faire ce travail-là. Nous allons nous entraider. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, voilà comment ça s'est passé dans ce dossier-là. Alors, maintenant, on me dit,
Je vous dis encore une fois, c'est toujours dans ce gouvernement-là que ça s'est passé. Ne dites pas donc qu'il n'y a rien, c'est pas vrai. Il y a les ambulances. Ah. Les ambulances au ministère de la Santé. Là, on ne vous a pas entendu. Pourtant, ça crée sa polémique sur les réseaux sociaux. Je voudrais rassurer les uns et les autres que nous nous sommes auto-saisis du dossier. À ce jour, nous avons déjà écrit au ministre de la Santé et nous avons invité les personnes responsables des marchés publics du ministère de la Santé, tous les membres de la commission chargée d'évaluer et d'attribuer le marché. Nous avons invité le directeur général de la société qui a gagné le marché des ambulances. Ils sont tous arrivés. Et nous avons fait une première séance de travail. Questions écrites, réponses écrites. Ils ont tous répondu. Nous avons demandé tous les documents. Nous les avons à ce jour. Nous sommes en train de les scruter, de faire les investigations nécessaires. La prochaine réunion aura lieu dans quelques jours. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre. Je répète, la prochaine réunion aura lieu dans quelques jours. Nous allons finaliser ce dossier. Maintenant, s'il y a des auditeurs ou téléspectateurs qui ont des éléments concrets à nous verser pour que les investigations puissent avancer et que nous voyons le bout du tunnel, ils sont les bienvenus. Vous êtes auto-saisi de ce dossier, mais pourquoi vous ne vous auto-saisissez pas pour d'autres dossiers? Où sont les autres dossiers? Les autres dossiers. Exemple. Les autres dossiers donc, de corruption. Exemple. Dont on parle. Exemple. Exemple. Parce que là, vous avez souvent argué que vous n'avez pas les preuves, qu'il faut des preuves d'abord, mais là, vous n'avez même pas eu besoin de preuves avant. Mais non, vous n'avez pas compris. Chaque fois que je parle de preuves, je dis, on me dit d'aller parler. Je ne parlerai que quand j'aurai des preuves pour parler. Je n'ai jamais dit qu'il me faut des preuves avant de faire les investigations. Je n'ai jamais dit ça. Les gens me disent, mais on n'entend plus Elias, il faut que Elias parle. J'ai dit non, Elias ne parlera que quand il aura des preuves sous la main. Et si c'est le voleur qui est plus performant? Mais si le voleur est plus performant, on trouvera bien la formule. Parce que, au niveau... Parce que vous ne mettez pas du temps à trouver la formule. Non, pas du tout. Ça fait plus de 3 ans quand même que le régime... Mais oui, mais si ça fait 3 ans et que nous avons déjà sorti 2 dossiers, 3 dossiers... L'arithmétique, c'est très peu. Mais c'est très peu pour vous, mais au contraire, nous devons nous en réjouir. Nous devons nous en réjouir pour dire, ben, s'il n'y en a pas d'autres, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas. Maintenant, je répète à nouveau, si des gens savent qu'il y a des dossiers, qu'ils nous saisissent, même en donnant un petit bout d'information, nous allons creuser. Je viens de vous sortir, par exemple, des dossiers de gouvernance. Le non-respect des tests, on en a parlé à foison maintenant. Ça, là, nous avons fait toutes les investigations pour avoir les preuves sous la main. Je répète à nouveau, tout ce que je dis dans ce studio-là, on m'appelle demain lundi 16, apporter les preuves, je donnerai les preuves. Et voilà de quoi il s'agit. Le gouvernement de Patrice Talon s'est doté d'un instrument de lutte contre la corruption. Ça s'appelle la criette. Beaucoup d'associations, en tout cas, vous en avez entendu, certaines dont Alcré, par exemple, et Social Watch, se sont satisfaits de ceci et désormais, on commençait par travailler avec la criette. Mais vous, quelle est votre appréciation de cet instrument qui est par ailleurs décrié par certains? D'abord, les autorités n'ont pas bien expliqué. C'est pour ça que beaucoup de gens décrient, comme vous le dites si bien, sont en train de décrier la structure. 1. Il s'agit d'un tribunal anticorruption spécialisé. C'est comme ça qu'il faut appeler la criette. Il ne faut pas appeler la criette un tribunal spécial. Non. Tribunal spécial est différent de tribunal spécialisé. Premier élément important qu'il faut dire. Vous anoblissez... Mais non, je vais vous dire pourquoi. Attendez, vous avez posé la question, non? Oui. Attendez ma réponse, vous aurez ma réponse. Donc, tribunal spécial, c'est banni. On ne veut plus ça. On n'en a plus parlé. On ne veut plus en parler. Mais tribunal spécialisé, oui. Et donc, quand on a commencé par dire la criette est un tribunal spécial, vous comprenez que tout le monde puisse faire qui est tollé général. Et mieux, on appelle même le procureur spécial. Voilà les erreurs qui font que dans la tête des individus... On aurait dû dire procureur spécialisé. Attendez, j'arrive. Si bien que, voilà des erreurs qui font que beaucoup de gens commencent par douter ou par
parler mal de cette structure-là. Les tribunaux anticorruption spécialisés, le Bénin n'est pas le seul à l'avoir fait. Tenez, je vais vous citer. Donc vous applaudissez la Attendez, non, vous avez posé une question. Laissez-moi le temps de vous répondre. Nous avons les Philippines qui ont mis ce tribunal spécial en place depuis 1973. Spécial et non spécialisé. Spécialisé. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit spécialisé. Ah, c'est spécialisé. Le Pakistan, l'Indonésie, le Népal, le Kenya, le Bangladesh, le Burundi, la Croatie, l'Ouganda, la Slovéquie, l'Afghanistan, la Palestine, le Cameroun, la Malaisie, la Bulgarie, le Sénégal, le Botswana, le Mexique, la Tanzanie, la Thaïlande, Madagascar et le Bénin. Prenons l'exemple. J'attendais que vous citiez un grand pays de respect des droits humains, de démocratie. J'en ai pas entendu parler parmi ces pays. Comment ça? Vous blaguez ou quoi? De quel pays? Quand je vous dis l'Indonésie, c'est pas un grand pays? L'Indonésie, oui. Quand je vous dis la Malaisie, c'est pas un grand pays? En géographie, c'est grand, mais pas en démocratie. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Très bien. Prenons l'exemple de Madagascar. Là, il n'y a pas de démocratie? Ah bon? Ah, mais écoutez, alors là, c'est un grand grave. pays de démocratie, vous direz? Mais bien sûr. Attendez, je vais vous donner un exemple concret sur Madagascar. Puisque il est même un pays africain. Tenez, c'est l'un des rares pays dans les 186 qui sont partis à la Convention des Nations Unies où le président de la République de ce pays-là, s'il veut renouveler son mandat, il démissionne 6 mois avant. Si c'est un pays de dictature, on ne fera pas ça. C'est inscrit dans leur constitution. J'ai la constitution avec moi. Si vous voulez, je vous la produis demain. Mais... Donc, attendez. Non, attendez. Donc, c'est ça qu'il faudrait expliquer. Premier élément. Évoluer. Deuxième élément maintenant, ce qui s'est passé, c'est que on ne peut plus accepter que les cas de corruption soient traités au même titre que les vols de poulets, les vols de Vespa, les vols de moto, des choses comme ça. Troisième élément. La création d'un tribunal anticorruption spécialisé répond à 3 fondamentaux. D'abord l'efficacité, l'intégrité et l'expertise. Vous êtes allé faire des recherches sur... Ce qui manque ici, il y a 3 choses qui manquent à notre CRIET. Et c'est ça qui fait que tout le monde décrit. 1. L'indépendance de la CRIET n'est pas obtenue. C'est pas un petit problème, ça. C'est pas un produit, c'est un grand problème. C'est un grand problème. La CRIET ne doit pas relever du ministère de la Justice. Malheureusement, ça relève du ministère de la Justice. Enfin, ça ne doit pas relever donc, du garde des Sceaux directement. C'est ce que je dis. Ça ne doit pas relever du ministère de la Justice. Du ministre de la Justice, ça ne doit pas relever. Deuxième problème au niveau de la CRIET, les juges et les procureurs ne doivent pas être nommés. Et troisième élément, enfin, il faudrait que nous ayons une première instance et une appel au niveau de la Cour anticorruption spécialisée. Voilà les 3 choses qui manquent. Une fois qu'on aurait corrigé ces 3 choses, eh bien la CRIET aura son droit de citer dans l'armature juridique du Bénin. Je continue. Ce que vous dites, c'est la Cour d'appel, c'est que les gens mettent dans le contradictoire. La CRIET, à ce jour, n'admet pas ça non plus. Oui, bien sûr, c'est ça. Puisqu'il faudrait une première instance qui dise le droit. Et puis, une autre instance qui dise non, vous avez bien fait ou vous n'avez pas bien fait. On n'a pas ça aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on dit souvent, mais oui, mais vous ne voulez pas que ça relève du ministère de la Justice, ça relève de qui? Pendant longtemps, on disait qu'il ne faut pas que le parquet relève du ministère de la Justice. On a crié, mais le Maroc a déjà fait ça. Le parquet aujourd'hui au Maroc ne relève pas du ministère de la Justice. Et pourtant, c'est une zone aussi qui a été colonisée par la France. Et donc, on peut le faire. Moi, j'ai été là-bas, j'ai rencontré le ministre de la Justice qui m'a confirmé que le parquet ne relève pas de lui. Et j'ai été au parquet, il y a un président du parquet au niveau des tribunaux marocains qui ne relève pas du tout du ministère de la Justice. Donc, c'est faisable. De ce point de vue, l'indépendance de la justice doit être confirmée. Ce qui fait que tout le monde est en train de décrier la CRIET. Ce n'est pas l'institution elle-même, mais toutes les erreurs qui sont là-dedans. En fait, on peut l'améliorer, vous voulez dire. On doit l'améliorer. On doit l'améliorer. Une fois qu'on l'aurait amélioré, ben, ça doit pouvoir continuer normalement le travail. Est-ce que ça admet qu'au moins on est jugé, la Cour constitutionnelle est jugée l'article 12 de cette loi créant la CRIET,
inconstitutionnel et pourtant que la criette, on va dire, pavane comme ça, allègrement continue à juger. Vous amenez de loi à Montmolin. Ça doit être corrigé. Vous amenez de loi à Montmolin. Ça doit être corrigé, non pas seulement au niveau de l'article 12, mais le tout. Les juges ne doivent pas être nommés par le gouvernement. À Madagascar, les juges de cette cour anticorruption spécialisée ne sont pas nommés par le gouvernement. Donc, on peut le faire. Et pour donner l'indépendance réelle à cette cour, afin que les magistrats, le procureur puissent travailler en toute sérénité, c'est possible. Donc, je me résume en disant, la criette, oui, mais la criette doit être revue dans sa formation, dans sa composition et surtout pour la mise en place des magistrats et des procureurs afin que nous puissions aller de l'avant. Jean-Baptiste Elias, les auditeurs m'en voudront de ne pas prendre un ou deux ce matin. Il est l'heure déjà? Il est l'heure déjà. C'est pas vrai, hein, il faut les appeler. Depuis longtemps. Nous allons prendre donc le tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour Virgile. Jean-Baptiste Elias, je vous respecte. Jean Couton, je m'appelle. Bonjour. Bonjour. Virgile, à l'entame une doléance. Oui. Le plateau pour recevoir Jean-Baptiste Elias doit être un plateau spécial d'au moins 2h30 d'horloge. Bon. Le roi, monsieur Jean-Baptiste Elias, oui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard, me fait découvrir le livre des Proverbes, au chapitre 20, verset 8. Alors, vous êtes, en ce qui me concerne, au regard de cette citation, vous êtes l'homme indiqué, me paraît l'homme indiqué pour faire le job dans lequel vous vous retrouvez. Malheureusement, à la lumière de tout ce que je viens d'entendre de votre bouche, l'autorité que vous dirigez ne dispose pas de tous les degrés de liberté nécessaires pour mener à bien ce combat pour l'atteinte des objectifs. Qu'en dites-vous? Deuxième question, quelle est la sanction opposable à celui qui ne respecte pas le délai prescrit pour, dans la disposition de la déclaration des biens? Si une telle disposition existe, qu'est-ce qui empêche sa mise en œuvre efficiente? Que faut-il faire pour pallier ça? Quatrième, pour finir, que faut-il faire pour conjurer l'imbroglio électoral dans lequel nous nous enlisons depuis? La fermeture des frontières terrestres nigérianes n'a-t-elle pas un regard à ce niveau? Je vous remercie. Merci à vous, Jean Couton. Deuxième auditeur. Oui, Vigile. Oui, oui, vous êtes en direct, votre nom, s'il vous plaît. Oui, bonjour à vous, bonjour à l'invité. Bonjour. Oui. Il y a plein de ça. Bon, félicitations à M. Alias. Bonjour à vous, Alias. Bonjour. Je suis content de vous. Merci. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Oui. Bon, je vais directement opiner sur une question. Oui. Bon, le premier ministre britannique déclarait à la fin d'un siècle, une civilisation ne peut être avancée que lorsqu'elle entre en contact avec la barbarie. Je vous demande de vous un clin d'œil sur cette déclaration et la gestion du gouvernement béninois. Très bonne journée à vous. Merci à vous, Aubin Roger Diossa. Troisième auditeur, bonjour. Oui, monsieur Vigile Avancé, bonjour. Bonjour. Anselme Poindior, depuis Calavi. Oui. Je vous remercie. Je salue beaucoup monsieur Jean-Baptiste Elias. Et, en tout cas, ce monsieur, que Dieu le garde pour nous. Hein. J'ai deux questions, monsieur Vigile. Oui. Je voudrais demander, monsieur Jean-Baptiste Elias, parce que ça m'a été vraiment, je suis surpris d'avoir entendre monsieur Jean-Baptiste Elias disait que ces députés d'aujourd'hui ont été, c'est-à-dire ils citent des irrégularités à leur niveau. Quand j'ai vu monsieur Ziziloué, vous avez invité ce monsieur qui connaît, qui est un homme de droit et qui ont tout clarifié au niveau de ce gouvernement. Est-ce que ceux-là, ces gens, ces politiciens-là, M. Jean-Baptiste Elias,
vous arrivez à les rencontrer. Deuxième question. Aujourd'hui, le cas Métonnion, avec tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il est normal? Nous avons entendu que ce monsieur a été traîné sur la route Porto-Novo-Cotonou jusqu'à ce que le bus en question soit tombé en panne entre-temps. Avec tout ça, est-ce qu'il est normal? Parce que notre cour constitutionnel de Théodore Lo s'est dit en son temps que ce monsieur doit être libéré dans l'immédiat. Jusqu'à présent, il est toujours en prison. Que pensez-vous à ce niveau? Je vous remercie. Merci. Nous allons prendre le quatrième et tout dernier auditeur. Bonjour. Vigile, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste Elias. Bonjour pour votre descente sur le plateau ce matin. Et je profite en même temps pour dire à monsieur Vigile de contacter la presse écrite partenaire à votre studio pour qu'il relaie l'intégralité de tout ce que monsieur Jean-Baptiste Elias est en train de dire ce matin. C'est vraiment intéressant. Et ma préoccupation, ma première préoccupation... Et si vous disiez votre nom rapidement? Ah, ok, c'est le pourri de l'émission qui me prend comme ça, c'est Valentin Ayonou. Ok. Et Maria Greta de M. Jean-Baptiste Elias, mise en service, est-ce que vous avez déjà fait votre enquête sur le coût de ce chantier-là? Deuxième préoccupation, les marchés passés dans le cadre de l'asphaltage, est-ce que vous avez aussi essayé de vérifier ce qui s'est passé à ce niveau? Le véhicule leasing dans les administrations publiques, le mot leasing, est-ce que ça profite vraiment à l'État béninois? Monsieur Jean-Baptiste Elias, Dieu vous protège. Je vous remercie. Eh bien, nous allons revenir dans ce studio et rapidement, avant de répondre aux questions des auditeurs, je vais vous demander, Jean-Baptiste Elias, est-ce que vous avez été préoccupé par la participation du Bénin à la dernière CAN en Égypte 2019? Le bilan n'a pas été fait à ce jour. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous appelez bilan? Bilan, combien ça a coûté aux contribuables béninois? On n'en sait rien. À ce jour, d'autres pays ont fait l'exercice et on connaît. Ah, le ministre des Sports est tout indiqué pour le faire. Nous venons de finir la CAN en juin 2019. Nous sommes le 15 septembre 2019. Je crois qu'il faut quand même un temps pour que les choses se préparent. Vous avez bien fait de soulever la question. Et au moment opportun, ça doit se faire, puisque ils ont eu certainement les moyens, après une communication en Conseil des ministres. Normalement, il doit pouvoir faire le compte-rendu en Conseil des ministres de ce qui a été fait. Et s'il y avait problème, éventuellement, on saura ce qu'il faut faire en son temps. Et s'ils ne le font pas, vous avez de la matière? S'ils ne le font pas, nous allons faire ce que nous devons faire, nous autres, en ce qui nous concerne. Ok, les questions maintenant, Jean Poton, je ne sais pas si je vous aide ou vous y allez directement. Allez-y. Vous ne disposez pas de tous les moyens pour mener à bien votre combat à votre structure et l'autorité nationale de lutte contre la corruption. C'était la première préoccupation de Jean Poton. D'abord, nous sommes dans un pays où nous avons décidé, de par notre constitution, la séparation des pouvoirs. Nous, à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, selon la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption, nous avons à nous occuper de la prévention, de la formation, des investigations, puis, au moment opportun, nous transmettons le dossier au niveau du procureur de la République. C'est ce qui est écrit dans la loi. Donc, nous ne sommes pas là pour donner les sanctions, ni les sanctions administratives qui relèvent des conseils de discipline au niveau du ministère de la fonction publique et du travail et des ministres sectoriels, ni des sanctions pénales qui relèvent donc de la justice. Mais nous avons la liberté, contrairement à ce qu'il dit, nous avons la liberté de travailler. La preuve, il a demandé si la loi prescrit ceux qui ne déclarent pas leur patrimoine. Oui. Oui. L'article 4, avant-dernier alinéa de la loi, dit ceci: le refus de déclaration est puni d'une amende dont le montant est égal à 6 mois de rémunération perçue ou à recevoir dans la fonction occupée par l'intéressé d'une part, et d'autre part, l'article 54 de cette même loi dispose expressément que est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende correspondant à la valeur des biens non déclarés
tout agent public coupable de fausses déclarations de patrimoine. Attendez. Oui. Et donc, l'article 4 que je viens de citer tout à l'heure, nous l'avons mis en exergue, nous autres, au niveau de l'autorité. Je rappelle au passage, et on l'a dit au cours des émissions, qu'il y a un ministre du gouvernement qui n'avait pas fait sa déclaration de patrimoine après que nous l'ayons envoyé 3 fois les lettres, et qu'il y avait 10 députés de la 7e législature qui n'avaient pas fait leur déclaration de patrimoine. Nous avons saisi la justice compétente, à savoir la Cour suprême, pour demander à ce que l'on puisse leur appliquer les dispositions de l'article 4. Nous avons fait notre travail. On a envoyé le dossier à la Cour suprême. La loi dit que la justice a sa procédure, prend son délai, prend son temps. Nul n'a le droit de s'immiscer dans ce que la justice fait. Donc, En tout cas, rien n'a bougé de ce côté-là. Je n'ai pas de suite encore. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne saurais le dire. Et je ne vais même pas m'approcher pour savoir ce qui se passe, puisque la loi m'interdit de faire pression sur la justice. Donc, nous, on a fait ce qu'on doit faire. Maintenant, la balle est dans le camp de la justice. Ensuite, frontière. Oui. Non, un broglio électoral. Mais tout ce que j'ai dit aujourd'hui, si je peux me permettre humblement de dire au président de la République, c'est lui qui a la carte en main, d'accepter, avec tout ce que je viens de dire, si tous ceux qui travaillent avec lui ne lui ont pas dit tout ce que je viens de dire, s'ils lui ont dit, je propose, je supplie le président humblement de mettre de l'eau dans le vin, d'accepter de donner les papiers aux gens pour qu'ils puissent continuer de faire leur travail. C'est ce que je peux dire. Et si malheureusement le chef de l'État lui-même était le problème? Je ne sais pas. Si c'était lui-même le problème, ben, nous allons continuer de subir la situation, malheureusement. Je ne sais pas. Mais nous, on continuera toujours de le supplier, de demander pardon. C'est lui le père de la nation, monsieur le président de la République, pardon. Tout ce qui est ici, les vôtres ne sont pas mieux. Les vôtres ne respectent pas plus les lois de la République que ceux dont nous parlons. Et de ce point de vue, pardon, acceptons aussi que les autres puissent être également dans la course pour pouvoir avancer. C'est ce que je peux dire humblement. Monsieur le président de la République, quelqu'un, nous savons et quelqu'un. Voilà ce que je peux dire. Fermeture de frontières, moi, on n'en a pas entendu parler de manière officielle à ce jour. Et pourtant, ça fait bientôt 28 jours. Malheureusement, oui. Et justement, vous apportez de l'eau à mon moulin. C'est une préoccupation nationale pour le chef de l'État. Il a à s'occuper de ça. Il vaut mieux s'occuper de ça plutôt que de continuer d'entendre encore les sirènes des partis politiques qui disent « Donnez-moi le quitus, donnez-moi le ceci, donnez-moi le certificat, donnez-moi le récépissé. » Mais oubliez ça, monsieur le président de la République. Occupez-vous des choses très importantes. La fermeture des frontières est un sujet très important qui fait l'objet de votre préoccupation au quotidien. Je suis sûr que c'est ça pour vous, monsieur le président. Pourquoi voulez-vous encore vous emballer des histoires de partis politiques qui ont donné ou qui n'ont pas donné ci, qui n'ont pas donné ça? Occupez-vous de ça. Frontières, vraiment, il est à souhaiter que ça se règle très vite pour que nous puissions avancer et que le chef de l'État puisse prendre son temps pour penser aux autres problèmes de développement du Bénin. Voilà, j'ai répondu au premier. Oui. Le deuxième, il a parlé de Grande-Bretagne, je n'ai rien compris. Peut-être que vous avez compris. Expliquez-moi un peu ce qu'il voulait dire. C'était un clin d'œil pour... C'est un clin d'œil. Oui. Maintenant, le troisième, il a parlé, il a demandé si je rencontre les autorités. Bon. C'est même que vous critiquez là. Non, je ne les critique pas, pas du tout. Je ne fais que leur rappeler ce que la loi permet, ce que les textes permettent de faire. C'est même dont vous ramenez en surface les défauts. Non, ce n'est pas défaut. C'est des oublis. J'appelle ça des oublis. Ils ont oublié que c'est comme ça. Mais je ne fais que leur rappeler pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Voilà. Bon, mais si c'est nécessaire, on va le faire. Maintenant, il a parlé de M. Métaillon. Oui, M. Métaillon, je voudrais rappeler que ce dossier a été traité en première instance. Ce dossier a été traité à la criette. Mais ce dossier est aujourd'hui à la Cour suprême. Et de ce point de vue, si j'ai dit ça, c'est que je m'en occupe. Je ne dirai pas plus. Et il a semblé souligner, disons, une situation d'inéquité entre tous ceux que vous avez cités, des millions qui sont dilapidés par-ci par-là, et 2 500 000. J'ai dit encore une fois, je m'occupe de ce dossier.
Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous nous occupons de tous les dossiers qui sont à notre portée. Mais, à ce jour, ce dossier se trouve au niveau de la Cour suprême. Et souffrez que je ne puisse pas en parler puisque la loi nous l'interdit. Mais je m'en occupe. Je m'en suis occupé en première instance. Je m'en suis occupé à la criette. Je ne dirai pas plus. J'ai rencontré tous ceux qu'il faut rencontrer pour avoir le point de vue de la situation. Et je sais qu'aujourd'hui, ce dossier est à la Cour suprême. Et de ce point de vue, souffrez que je ne puisse rien dire pour l'instant sur ça. Mais un jour, vous parlerez. Mais jusqu'à ce que la Cour vide le dossier, une fois que la Cour suprême va vider le dossier, qu'il n'y en aura plus, s'il y a quelque chose à dire, on va le dire, il n'y a pas de problème. Valentin Ayonou, il demandait s'il a de grains à moudre à Marie-Agreta 2. Je n'ai encore pas commencé. Je n'ai encore aucune information, ni sur Marie-Agreta, ni sur Alphatage, ni sur les véhicules leasing. Mais c'est des choses sur lesquelles il a attiré notre attention. Si c'est nécessaire d'aller regarder, nous allons le faire. Cette émission, du moins, peut s'arrêter là. On attend votre mot de fin. Le mot de fin, c'est de prier encore une fois le président de la République de régler ce problème pour qu'on puisse s'occuper d'autres choses. Vous m'avez dit que le président Abraham Zizou a dit un certain nombre de choses. Je vous crois. Mais, monsieur le président Abraham Zizou, si vous avez dit ça vraiment, je vous demande de ne plus dire ça parce que vous remuez le couteau dans la plaie pour les gens. Ils savent ce que je viens de dire. Et vous ne pourrez pas être dans ces conditions-là et leur dire d'aller respecter les textes. C'est pas bon. Vous êtes mon ami, vous le savez très bien. Nous sommes des frères, vous le savez très bien. Mais si vous avez dit ça aux autres d'aller respecter, que vous avez respecté les textes, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas respecté les textes. La preuve, vous-même, vous n'avez pas fait la déclaration de patrimoine minimum. Et vous ne pouvez pas dire aux autres d'aller respecter les tests. Une fois encore, merci de m'avoir invité. Je vous présente encore une fois mes excuses parce que par 5 fois vous avez invité que je sois là, je n'ai pas pu. Maintenant, c'est le jour où la nature a voulu que nous soyons sur le plateau et nous sommes là. Et les auditeurs auront été comblés certainement. Merci en tout cas à vous aussi, Jean-Baptiste Elias. Merci aux amis auditeurs. Georges, pour nous, c'est la fin donc de cette émission. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.